effectivement un portrait de David Bowie très serré. Et sur le côté, je vois un nom. Je regarde, c'est le nom du photographe. Alors je me suis dit, si une personne l'a approché de si près, parce que j'avais aucune notion d'éthique, c'est qu'il l'a rencontré. Donc je ne veux pas être un simple fan, je veux rencontrer les rockstars, donc je deviendrai photographe. Il y a deux petits bonhommes qui arrivent, qui sont pas du tout dans le décor. Il y en avait un qui avait les cheveux blancs périoxydés, un manteau de cuir de la Gestapo ou des Rangers, et l'autre qui était en treillis avec les cheveux orange et des tongs japonaises aux pieds. C'était David Bowie, Iggy Pop, qui arrivait par le transsibérien et qui prenait le train, parce qu'il ne voyageait qu'en train à l'époque, pour aller à Londres, où commencer la tournée le lendemain. David Bowie ne m'intéressait pas. Dans toutes les photos, même sur scène, ce que j'ai toujours recherché, derrière le masque, c'était David Robert Jones. C'est ça qui faisait les différences des photos. Visage Gaillard, Mathieu Vitra. Salut à tous et bienvenue sur le podcast Visage Gaillard. Je m'appelle Mathieu Vitra et je suis photographe et vidéaste. Ensemble, nous allons révéler le portrait de personnalités inspirantes et passionnées ayant un lien avec la ville de Brive-la-Gaillarde et la Corrèze. Avant de vous parler de mon invité du jour, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à partager ce podcast tout autour de vous, de mettre 5 étoiles et de laisser un avis sur Apple Podcasts. C'est principalement cela qui permet de développer ce podcast et qui va me permettre de rencontrer de prestigieux invités, comme l'invité du jour. Je suis photographe, mais j'aime également beaucoup la musique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter sur ce podcast Philippe Olliac. Alors qui est Philippe Olliac ? Philippe est photographe. Je l'ai connu lors d'une exposition qu'il faisait à Brive-la-Gaillarde en juin 2016. Dans cette exposition se trouvaient les clichés qu'il avait pu réaliser tout au long de sa carrière. Philippe Olliac est également un grand amateur de musique rock. Dans les années 70, alors qu'il entend un morceau à la radio, il sait à cet instant qu'il veut rencontrer les personnes qui composent ce genre de musique. Alors qu'il se destine à être conducteur de train, il va alors tout abandonner pour être photographe et réaliser les clichés des plus grandes stars du rock. Sont passés devant son objectif Lou Reed, Frank Zappa, Paul McCartney, George Harrison, Mick Jagger, Iggy Pop et David Bowie, avec qui il va entretenir une longue amitié de 30 ans et va faire partie du cercle restreint de ceux qui l'entourent. En écoutant ce podcast, vous allez savoir comment ces rencontres se sont faites, comment un jeune Corrézien est parvenu à faire partie des proches d'une des plus grandes stars du monde. Philippe Olliac est un technicien de l'image et en dehors du travail qu'il a réalisé pour les grandes stars du rock, il a également travaillé pour Steven Spielberg. Je ne vous en dis pas plus, on se retrouve à la fin de ce podcast. Installez-vous confortablement. Très bonne écoute. Bonjour Philippe Olliac. Bonjour Mathieu Vitra. Comment ça va ? Très bien, très bien. Je suis ravi de vous avoir sur ce podcast. Ça fait longtemps effectivement que je voulais vous interviewer. C'est vrai que pour ce podcast qui s'appelle Visage Gaillard, dans lequel effectivement j'interviewe pas mal de personnes qui ont un lien avec la Corrèze, pas mal de personnes inspirantes. Moi, je vous ai rencontré effectivement, je vous ai connu grâce à une exposition sur Brive qui retraçait un petit peu votre histoire et dans laquelle vous exposiez pas mal de clichés que vous aviez fait principalement de David Bowie, mais aussi d'autres artistes. Et puis, je suis ravi de vous accueillir parce qu'on a deux grands points communs. Déjà, on est fans de musique rock, tous les deux. Et puis, on est photographe. Alors, moi, je suis photographe également. Je n'ai pas photographié tous les grands noms que vous avez photographiés. Mais voilà, ça fait partie de nos points communs. Et c'est pour ça aussi que je suis ravi de vous avoir sur ce podcast.
Au cours de votre carrière, vous avez pu photographier un grand nombre de rockstars, donc ça, on va en parler, et des noms toujours plus hallucinants, les uns que les autres. Donc on va parler de tout ça, mais juste avant, est-ce que je peux, vous demander de vous présenter? Eh bien, je suis Philippe Auliac, je suis né à Asnières, je suis d'origine mi-corrézienne, mi-tourangelle, et je me définis comme un ouvrier de l'image et du son. Ça regroupe effectivement beaucoup de choses. Hem, sur tout ce qui est, lien avec, la Corrèze, aujourd'hui, vous êtes à Tarnac, c'est ça? Dans le plateau de Mille Vaches? Sur le plateau de Millevaches, près de Tarnac, oui, entre Tarnac et Meymac. D'accord. Dans votre parcours, pour rentrer dans le vif du sujet effectivement et par rapport à votre activité de photographe et tout ce que vous avez pu, faire, par rapport à ça, pour remonter un petit peu dans le temps, dans les années 70, vous êtes à Saint-Basile-de-la-Roche, c'est C'est ça? Vers Argentat? c'est exact, à Saint-Basile-de-la-Roche. Vous avez, à peu près 13 ou 15 ans et vous entendiez à la radio, un morceau de David Bowie qui s'appelle, Gin Jenny. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la télé, il y avait la radio, et la Corrèze de l'époque, pour l'avoir connue, c'était pas la même qu'aujourd'hui, c'était quand même, on était un petit peu au temps des visiteurs. Et la radio était le seul lien possible avec l'extérieur, et notamment avec la musique anglo-saxonne. Et c'est dans une émission D'accord. du José Arthur sur France Inter, dans le Pop Club, qu'un jour j'ai écouté Gin Jenny. D'accord. Donc à la suite de ça, ça vous interloque un petit peu, ça vous surprend parce que c'est effectivement une musique que vous n'aviez pas l'habitude d'entendre. C'est un premier choc musical, on va dire? Non, j'écoutais déjà de la musique parce que j'avais un cousin qui résidait aussi à Saint-Basile-de-la-Roche, qui réside d'ailleurs toujours, qui avait fait un voyage scolaire en Angleterre et qui avait ramené des disques des Beatles. Donc j'écoutais déjà les Beatles et je connaissais déjà Imagine de John Lennon, qui était déjà une forme pour moi de Marseillaise. Mmh. Et donc je m'intéressais à écouter, ça se passait par France Inter et José Arthur, qui m'a fait découvrir David Bowie bien sûr, mais aussi Lou Reed, Iggy Pop, T-Rex, Mozzupo, les Stones. D'accord. Alors, pour développer un petit peu, votre approche, de la musique, vous allez, dans un bureau de presse, et vous allez voir effectivement un magazine sur lequel vous voyez, des noms déjà de grandes stars du rock et leur visage sur des photos. Et vous voyez effectivement un nom qui est sur le côté de la photo et ça, c'est le nom du photographe. Ben oui, parce que je me suis dit, il faut écouter, mais il faut aussi voir qui sont ces gens. Donc j'ai été dans cet hiver de 1972 à Argentat regarder chez la maison de la presse une revue pour voir s'il y avait des photos. J'ai vu effectivement un portrait de David Bowie très serré et sur le côté je vois un nom. Je regarde, c'est le nom du photographe. Alors je me suis dit, si une personne l'a approché de si près, parce que j'avais aucune notion d'optique, c'est qu'il l'a rencontré. Mmh. Donc je ne veux pas être un simple fan, je veux rencontrer les rockstars, donc je deviendrai photographe. Vous avez cette approche, avec effectivement, ces personnalités que vous voulez rencontrer. Vous avez ce souhait de proximité. Vous dites que vous voulez pas être juste un simple fan parce qu'il y a cette notion de fanatique, un peu peut-être un peu négative et vous ne voulez pas être, que ça, c'est ça? Exactement, parce que dans fan, il y a fanatisme, et moi c'était plutôt, pour moi les fans, et jusqu'à aujourd'hui, pour moi c'est une certaine pathologie. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était la musique, les individus et la technique, savoir comment était construit un morceau et passer de l'autre côté, en fin de compte. Donc, je décide d'apprendre la photo, ce qui n'était pas ma destination première. Moi, je voulais conduire les trains. Je voulais conduire le Capitole entre Brive et Paris. Et donc, parallèlement à mes études pour être cheminot, j'ai appris la photo. D'accord. Alors, les trains, ils vont revenir effectivement, beaucoup, tout au long de votre carrière, tout au long de votre vie. Ils y sont encore, Il ils y y a sont ce encore.
Et ils y sont encore. C'est vrai que vous avez effectivement, vous avez fait des études pour être effectivement conducteur de train, vous montez à Paris et c'est effectivement à Paris qu'il y a aussi, toutes les maisons de disques, qui produisent effectivement, tous les grands noms de la musique et tous les grands noms du rock et qui ont un lien effectivement avec, toutes les personnalités, que vous voyez effectivement dans les magazines, et qui vous font rêver aussi. C'est ça, on peut dire ça, hein? Oui, exactement. Et puis moi, pour apprendre la photo, je voulais apprendre la photo exclusivement musicale, photographier les vaches, les pommes et la famille, ça m'intéressait pas. Donc j'avais Mmh. besoin de supports propres pour voir ce que c'était. Donc il y avait les journaux, je reproduisais les photos dans les journaux, mais j'allais aussi chercher dans les maisons de disques, quémander des tirages originaux pour apprendre un petit peu comment était la lumière, le visage des rockstars et me familiariser avec ce milieu, quoi. D'accord. Votre, 1er travail, en tant que, photographe, sur Paris avec effectivement votre travail avec les maisons de disques, ça a été de la reproduction? Ça a été du duplicata officiel? Oui, parce qu'à l'époque, il n'y a pas d'internet, donc à l'international, quand il recevait des photos de presse d'un artiste, il recevait un tirage et il le donnait à des laboratoires pour les reproduire, après les envoyer aux journaux. Et Mmh. donc, il y avait eu un deal plus ou moins tacite entre on te donne des photos, mais tu nous fais des reproductions. Ça me coûtait moins cher, et moi, ça me faisait une banque d'images et surtout une entrée à l'intérieur des maisons de disques, qui n'était pas n'importe laquelle, qui était principalement RCA, la maison de disques de Bowie, de Lou Reed et d'Iggy Pop. Visage Gaillard, Mathieu Vitra avec Philippe Auliac. Mmh. Alors, du coup, par rapport à ça, vous avez un lien, vous avez un appel, qui fait que vous allez être embauché justement par la RCA et vous avez 18 ans à l'époque à peu près et c'est effectivement, une grande opportunité, mais vous savez pas, à l'époque, au moment où on vous appelle, ce qui va être le sujet de ce travail. Non, absolument pas, puisque en même temps, je finissais mes études techniques pour devenir conducteur de train. Et un matin, on m'appelle sur le téléphone fixe, hein, évidemment. À l'époque, il n'y a pas de portable. On me demande Mmh. si j'étais libre une semaine de telle date à telle date. Je réponds, je sais pas, c'est pourquoi. Et parce que j'avais des examens à passer. Et la femme que je connaissais, à la maison de disques, me répond, on te demande pas si tu peux ou pas, et qu'est-ce que c'est, on te demande de répondre oui ou non. Je dis, je sais pas, elle me dit, on te rappelle dans 5 minutes. Bon, 5 minutes après, le téléphone sonne et je décroche et inconsciemment, je réponds oui. C'est l'inconscient qui répond oui. Mmh. Et là, on me donne rendez-vous 2 jours après à la gare du Nord. Et en fin de compte, je venais d'être embauché pour partir couvrir la tournée anglaise de David Bowie pendant une semaine, puisqu'il venait à Paris jouer 15 jours après, ça je le savais, hein, j'avais mes places et tout. Et ce coup-ci, c'est moi qui partais pour faire les photos pour mettre dans les journaux. D'accord. Alors, sur la tournée, américaine, il y avait effectivement un autre photographe qui suivait la tournée et vous avez été effectivement embauché pour, faire la 2e partie, donc la tournée européenne, on va dire? La partie française. La partie La française, partie d'accord. française, oui. Le photographe était Andy Kent. D'accord. Donc à partir de là, vous avez effectivement, un rendez-vous, encore dans une gare et là, vous voyez arriver 2 personnes. Oui, parce que la première photo de David Bowie que j'ai fait, elle est à la gare Victoria, mais le rendez-vous avait lieu à la gare du Nord. Donc on était Mmh. assis, il était 9h du matin avec les gens de la maison de disques et une amie. Et je vois arriver sur le côté gauche de l'œil 2 petits bonhommes. Les 2 petits bonhommes, hein. Mais il faut savoir que Paris en 76, notamment la gare du Nord, on est encore quelque part après-guerre, c'est gris. Hein. C'est gris et c'est pas très joyeux. Il y a 2 petits bonhommes qui arrivent qui sont pas du tout dans le décor. Il y en avait un qui avait les cheveux blancs périoxydés, un manteau de cuir de la Gestapo et des Rangers, et l'autre qui était en treillis avec les cheveux orange et des tongs japonaises aux pieds.
C'était David Bowie, Iggy Pop, qui arrivait par le transsibérien et qui prenait le train, parce qu'il ne voyageait qu'en train à l'époque, pour aller à Londres, où commençait la tournée le lendemain. Et à Londres était organisée l'arrivée officielle de Bowie à la gare, avec les fans, là où j'ai fait ma première photo. Et je me rappelle, 2 mois avant, était sorti le film L'homme qui venait d'ailleurs. Et donc, L'homme qui venait d'ailleurs, j'étais parti le voir à Londres pour photographier l'écran, pour m'habituer à photographier Bowie qui bouge. Et donc, pendant une semaine, 4 fois par jour, je voyais L'homme qui venait d'ailleurs, assis au milieu de la salle, à photographier l'écran. Et donc, dans le train, Bowie vient me voir à un moment donné, très gentil, et il dit faut pas t'inquiéter, on est des gens comme tout le monde. Il dit ça alors que moi, pendant une semaine, je l'avais vu en extraterrestre quelques jours avant, qui descendait d'ailleurs. Donc c'était un petit peu... Mais d'emblée, l'apport était très sympathique. Et arrivé à la gare de Victoria, je descends avec Andy Kent, on se place là où on nous avait demandé, il y avait quelques fans qui attendaient. Quand je dis quelques fans, c'est 100, 200, parce que Bowie n'avait pas été en Angleterre depuis 3 ans, il était parti pour des raisons fiscales, et c'était son retour. Et il avait déclaré dans la presse russe notamment que l'Angleterre était un vieux pays qui partait un peu dans n'importe quel sens, qui aurait besoin d'un bon gouvernement d'extrême droite dont il ferait un bon Premier ministre. Quand il arrive à la gare, il est en treillis, les Chorange, Iggy Pop est en impair de la Gestapo, ils sont à l'arrière, enfin Bowie est à l'arrière d'une Mercedes décapotable qui datait des années 50, et il salue la foule. Il est debout dans la voiture, il salue la foule. Et donc moi je fais mes photos, mes premières photos. D'ailleurs je me rends compte, dès la première photo, là, c'est avec un appareil réflexe, vous savez, il y a un miroir dedans. Et quand je fais ma première photo et que j'entends le bruit du miroir, je comprends que je passe du côté du spectateur au côté de celui qui fait les photos. Hein, le passage était fait. Ouais. Et donc je lance une rafale de 36, tout un film, quoi. C'était un Nikon F2, donc le film se fait en 6 secondes. Et donc j'immortalise toute la partie où il dit bonjour aux gens en levant la main. Et le lendemain, la presse anglaise, qui distribuait mes photos, dans la séquence où il lève la main, a pris celle qui se rapprochait le plus du salut nazi, en titrant Bowie salute nazi à Victoria Station, et en rapportant ses propos qu'il avait dit sur l'Angleterre. Donc ma première photo de Bowie, donc qui j'étais quand même fan quelque part, s'est passée dans une gare. Et donc les trains et la musique se rapprochaient dans cette gare autour de l'album qui venait de sortir et du premier morceau qui s'appelait Station to Station. Quand même pas mal, ça. Ouais, c'est vrai que c'est effectivement, les planètes étaient alignées, quoi. C'était quelque chose qui était assez impressionnant. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Parce que c'est effectivement pas un aboutissement, mais enfin, en tout cas, c'est le début de quelque chose. Et par rapport à tout ce que vous avez pu idéaliser, peut-être dans votre enfance, dès le début, effectivement, que vous entendez ces premiers morceaux à la radio, c'est quelque chose qui commence. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Très rapidement, je me dis que quand on a une idée, il faut la défendre, il faut aller jusqu'au bout. Que le reste n'est pas grave. Et qu'il faut se donner les moyens de ce qu'on veut. Parce que pendant les 2 ans et demi où je faisais des photos pour les maisons de disques, il a fallu aussi employer tout un tas de manœuvres, d'astuces pour se faire accepter. Hein. Du genre par exemple, une des attachées de presse de l'International de RCA habitait à Blois. Et donc, comme une partie de ma famille était tourangelle et que je venais souvent à Tours, je m'étais arrangé pour chercher le week-end dans quel train elle revenait, pour me mettre dans le même wagon, pour entamer la conversation. Après, ça fait une proximité de lieu et c'était plus facile pour faire une sorte d'entrisme après dans la société RCA. Il fallait, parce que moi j'ai commencé avec David Bowie, mais j'ai commencé aussi comme paparazzo. Donc, il fallait savoir mentir pour aller chercher des informations, pour débusquer les choses. Enfin, faut être malin pour se faire ce métier-là. Et donc, je me suis dit, voilà, peu importe la façon dont on fait, tant qu'il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave, mais il faut aller au bout de son idée. D'accord. Alors c'est là effectivement qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer. Vous allez être témoin un petit peu
de tout, de plus d'une centaine de concerts, de beaucoup de sessions d'enregistrement différentes. Le style de photo que vous allez faire, ça va être effectivement de la photo de concert, de la photo plus style reportage, mais il va y avoir aussi, des photos un peu plus posées, et vous dites effectivement que, David Bowie, puisque on parle de lui, il y en a eu d'autres, il y a eu d'autres noms évidemment, mais ça a été effectivement peut-être la personnalité avec laquelle vous avez passé le plus de temps et vous êtes, le plus intime avec lui peut-être. Il savait très bien se positionner, face à l'objectif et il avait conscience de son corps et quelle attitude, adopter pour que la photo soit bonne. Euh, David était technicien aussi, hein, technicien du son, mais il calculait son image. D'ailleurs, il a travaillé son image jusqu'à la fin, puisqu'autant il a mis en scène son ascension, il a mis en scène sa chute, jusqu'à se ranger dans le placard dans le dernier clip. Mais il savait Mmh. exactement comment se positionner face à un appareil photo, parce qu'il savait exactement l'optique qu'on employait. Il regardait l'optique et il voyait l'iris du diaphragme. Et il savait Mmh. exactement quelle était la profondeur, il savait quel type de focale on avait, donc il pouvait mentaliser un peu l'image à sa façon qu'on allait prendre. Il avait une façon de se positionner, et moi j'avais mis au point une certaine façon de le guider, qui fait que les regards se croisaient toujours. Mais je n'aimais pas trop les photos posées. J'ai jamais fait de studio, ça m'intéresse pas. Mmh. Je suis plus photojournaliste que styliste. D'accord. Donc, effectivement, vous avez pu faire des concerts, vous avez participé à pas mal de sessions en studio. Qu'est-ce que vous avez préféré faire, là-dedans? C'était plus peut-être un C'est un ensemble, hein. comment ouais. C'est un ensemble. Pour moi, chaque photo, c'est de la technique, et que ce soit du concert, dehors, en studio, ou dans une pièce, ça reste de la technique. Un cadrage, ça reste un point de vue. Mmh. On pourra mettre 50 personnes au même endroit, il n'y aura pas 50 photos pareilles. Ouais, c'est sûr. C'est une forme d'écriture. Heu, mmh. Oui, effectivement, c'est une manière de s'exprimer qui est particulière et ça, effectivement, vous en avez parlé tout à l'heure quand, vous avez dit qu'à partir du moment où, vous aviez l'œil dans l'objectif, pour la première photo, ça a été le passage effectivement de fan à photographe et c'était un moment qui a fait que, vous n'étiez, plus le même, vous aviez plus cette même, position quoi, par rapport à la personne que vous photographiez. Exactement, c'était technique, c'était mécanique, c'est-à-dire le rideau s'est relevé, et quand il est redescendu, je n'étais plus du même côté. Mmh. J'étais passé de l'autre côté. De spectateur, j'étais passé à collaborateur. Mmh. Alors je ne sais pas si c'est dans un journal ou dans un magazine, ou alors si c'est effectivement une invention, mais on vous a nommé, paparazzi du rock. Exactement. Et vous le décrivez un peu au sens noble, du terme. Oui, bien sûr. Euh, je défends le terme paparazzo et paparazzi au sens italien de la Dolce Vita. C'est-à-dire qu'on ne s'attaque pas aux gens comme ça, on cherche, effectivement, on planque, mais on essaye de mettre en lumière des gens qui en valent la peine. Mmh. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tout est négocié, et puis tous ces gens qu'on voit dans les journaux People, on ne les connaît même pas, on ne sait pas ce que c'est du consommable, c'est du Lidl. C'est ce qu'on appelle les paparazziades. Tout ça est manigancé, car sans ces accords entre des pseudo-paparazzo ou paparazzi qu'il y a aujourd'hui et ces gens-là et leurs représentants, ils n'existeraient pas. Tandis que nous, Mmh. on s'attaquait à des gens qui avaient une carrière et qui étaient déjà des références artistiques. Excepté la famille de Monaco. La famille de Monaco, sans les paparazzi, ça intéresse personne. C'est vrai que vous avez pu avoir, pas mal, comme je le disais un petit peu en introduction de cet enregistrement, David Bowie dans votre objectif, il est, photogénique au naturel, mais il a effectivement, différents personnages. Tout au long de sa carrière, il a pu avoir, au cours de ses différents albums,
différents personnages. On pense évidemment à Ziggy Stardust, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y avait David Robert Jones, son patronyme natal, on va dire, mais il y avait aussi David Bowie et il y avait tous ces personnages. Et ça a été effectivement, tout cette diversité, ça a été aussi, agréable et pas forcément facile, mais en tout cas, intéressant à photographier. David Bowie, c'était la marque des personnages Mmh. qu'il interprétait. David Bowie ne m'intéressait pas. Dans toutes les photos, même sur scène, ce que j'ai toujours recherché, derrière le masque, c'était David Robert Jones. C'est ça qui faisait la différence des photos. Mmh. Même quand il était sur scène, dans Sin Way You, pendant la tournée Serious Moonlight, il y avait toujours quelque part David Robert Jones. Et c'est ça qui m'intéressait. Pas le côté commercial. Pour David Bowie et pour les autres. Hein. Ouais. Oui, effectivement, on va en parler un petit peu des autres noms que vous avez pu photographier. Mais comment vous avez pu gagner un petit peu la confiance de Bowie? Comment vous appréhendiez peut-être une séance ou alors faire en sorte qu'il l'autorisait à rentrer un petit peu dans sa sphère intime? C'est juste une question de confiance mutuelle. Il y avait très peu de gens dans la sphère intime, on était très peu. Et c'était, il n'y a jamais eu d'accord écrit, il n'y a jamais rien eu. C'était, on a confiance ou pas. Ouais. Moi, par exemple, si une photo n'était pas bonne, de mon point de vue, je ne la sortais pas. Je ne sortais que ce qui était bon. Et donc, en sortant que ce qui était bon, c'était aussi tout à son avantage. Mais j'ai jamais appréhendé plus que ça un rendez-vous. Parce que pour moi, un rendez-vous, c'était technique. Et la technique, je la maîtrisais. Donc après, c'était juste une interprétation de la situation. Et surtout, la chose qui était importante, c'est de toujours rester à la bonne place. Il est l'artiste et je suis le photographe. On n'est pas amis, même s'il y avait des liens. On n'est pas copain-copain. Il est l'artiste et je suis le photographe. Ce qui est important dans toute cette histoire, c'est toujours rester à sa place. Et tous ceux qui ont transgressé, qui ne sont pas restés à la place, c'était voué à l'échec. On n'est pas roi à la place du roi. Il n'y a jamais eu de... Parce que vous l'aviez effectivement photographié, vous l'avez suivi pendant 30 ans, des années 70 jusqu'à la fin, 2005. Ouais. Ouais. Il n'y a jamais eu de... Comment dire a priori, c'était pas effectivement votre objectif, mais il n'y a jamais eu de frustration peut-être d'être un peu plus... comment dire, encore un peu plus proche, avoir une certaine amitié, une certaine. Non, mais il y en avait une. Hein. Il y en avait une, oui. Il y en avait une, mais j'estimais que j'avais déjà eu beaucoup de chance. Oui, je vous confirme. À partir de là, le fait effectivement de photographier David Bowie, ça va vous amener à photographier d'autres grands artistes. Donc moi j'ai effectivement quelques noms en tête comme Paul McCartney, George Harrison, Iggy Pop, Lou Reed, mais il y en a eu d'autres. J'ai photographié à peu près tout le monde, sauf deux. Les deux, c'est Marc Bolan, le chanteur de T-Rex, qui s'est tué en voiture la nuit avant que je le photographie. C'est en 77, ils étaient avec David Bowie, on était tous dans une ville de banlieue à enregistrer l'émission de Marc Bolan, le Bolan Show. David Bowie et Bolan chantent Heroes. Et ils avaient vraiment beaucoup bu, ils avaient pris beaucoup de drogue. Et le soir, Marc Bolan dit on regagne Londres, et David Bowie lui dit non, on verra demain, on est trop bourré. Et Bolan prend sa voiture quand même et rentre. Bowie reste à l'hôtel et en rentrant, Bolan se tue. Donc Bowie a échappé à la mort ce jour-là. Et le deuxième que je n'ai pas photographié, c'était John Lennon, qui était aussi un de mes favoris et qui a été assassiné 5 jours avant notre rendez-vous. Il venait en Europe faire la promotion de son album Double Fantasy, qui venait de sortir, qui était son grand retour. Et après, j'ai beaucoup connu Yoko Ono.
Vous avez pu faire effectivement des interviews parce qu'on va en parler également, mais vous avez aussi eu une activité de réalisateur. Vous avez interviewé beaucoup de rockstars. Est-ce que, quand vous me parlez effectivement de toutes les personnalités que vous avez pu rencontrer, est-ce que vous avez une certaine, que ce soit des années 70 ou 80, une certaine nostalgie de cette époque? Absolument pas. C'est une époque différente de celle d'aujourd'hui. Une époque où la créativité était plus libre et le rock n'était pas encore considéré comme un produit. Et puis l'Angleterre, c'était quand même une autre mentalité qui permettait d'aller beaucoup plus loin et de faire beaucoup de choses différentes sans être automatiquement catalogué. Mais aucune nostalgie, l'époque n'est pas du tout la même et les enjeux sont pas du tout les mêmes. L'époque aujourd'hui, l'époque actuelle est plutôt artistiquement médiocre, puisque tout le monde se réfère des années 70, mais elle est aussi médiocre parce que la musique n'est plus considérée comme un art, mais d'abord comme un produit par les majors qui sont dans les mains des fonds de financement, etc. Ouais. Quelques artistes s'en tirent, comme les Stones, Neil Young, Dylan, Nick Cave, mais tous les autres ont soit vendu leur âme au diable, soit n'existent plus, ont disparu malheureusement. Mais ce qu'on peut écouter actuellement, ou ce qu'on nous met en avant, ne restera pas dans les consciences collectives très longtemps. On peut parler matériel? On peut. Alors, quel type de boîtier, quel type d'objectif vous aviez l'habitude d'utiliser pour être polyvalent? Vous aviez tendance plus à utiliser des objectifs type zoom ou objectif fixe à grande ouverture? Non, d'abord, à l'époque, c'était de l'argentique. Donc, je travaillais principalement, les zooms étaient très chers, donc on ne les utilisait pas. J'avais 2 boîtiers Nikon F2 moteur, avec des optiques de 21, de 35, de 50, de 85 et un 180 pour les concerts qui était très bon. J'avais aussi un Leica M4 avec un 35 et un 90 et un Rolleiflex. D'accord. Et je me servais pour tout ça d'une cellule Lunasix 3. J'avais mon propre laboratoire, je développais en noir et blanc et plus tard en couleur par le procédé Cibachrome. Je développais moi-même mes films et faisais mes tirages moi-même. La première photo que vous avez faite de Bowie, vous aviez dit effectivement que vous étiez préparé pendant des années pour justement avoir cette connaissance de la technique pour justement être prêt le jour J. Mais malgré tout, effectivement, la première photo, vous aviez effectivement dit qu'elle était surexposée et c'est au post-traitement, enfin en tout cas au retravail lors de la révélation que vous avez pu effectivement récupérer un peu tous ces détails. Je m'étais tellement préparé que tout était prêt, tout était réglé, mais quand j'ai vu Bowie dans mon viseur, je me suis rappelé de plus rien. Dans la gare Victoria, qu'une grande verrière, et donc plus rien. Et instinctivement, j'enclenche mon flash, qui était à l'époque un gros flash relais de type 36 RE. Et là, plaf, 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 on envoie des rafales à pleine ouverture et le flash à plein pot, quoi. Et au développement du film, c'est tout noir, évidemment. Alors, je suis embêté, mais là, le technicien à Londres, là, c'est pas moi qui développais, parce qu'on était à Londres. Il me dit, c'est pas grave, on va faire des internégatifs, on va récupérer ça. Et il fait des interréactifs très éclairés où on récupère effectivement l'image, mais avec un certain nombre de grains superposés dus aux internégatifs. Ce qui donne une texture un peu spéciale à cette photo. Ce qui fait aussi un petit peu son charme. Ce qui fait son charme, parce que c'est la première photo que j'ai faite de Bowie, mais c'est aussi une des photos les plus connues de Bowie à la gare Victoria. Oui. Ceci étant, si on remonte l'histoire, parce que j'ai creusé dans mes archives récemment, cette photo de Bowie n'était pas vraiment la première photo que j'ai faite en tant que professionnel. Première photo que j'ai faite, que j'ai retrouvée récemment, c'était en 74, donc là j'étais encore
je commençais et j'avais été à Londres et j'avais photographié la porte du bureau des Beatles. Elle était fermée, il y avait une palissade, j'avais arraché une planche pour photographier. Et j'ai retrouvé aussi dans les négatifs récemment, un mois avant de faire les premières photos de David Bowie, j'avais photographié Paul McCartney à Paris en concert depuis le public, dans sa tournée Wings. D'accord. Donc Bowie, c'est la première photo en tant que professionnel, disons. Mais l'apport des Beatles et Paul McCartney sont les vraies premières photos en tant que les vraies et les premières et les dernières en tant qu'amateur et fan. Alors, la photo effectivement de la porte des Beatles, c'est une des seules photos qui existent, hein, c'est ça si je me trompe pas? Si effectivement, parce que cette porte évidemment n'existe plus, Non, c'est quelque chose qui est assez rare. c'est la seule photo qui existe. Personne d'autre, même Apple, la maison des Beatles, ne la possède pas. Et D'accord. c'était barricadé par des palissades. J'ai arraché une planche pour passer mon appareil, l'appareil de mon père à l'époque, et un flash pour faire la photo. Vous avez pu aussi, hors de votre travail de photographe, même si c'est effectivement, un métier une activité de technicien de l'image, être, réalisateur. Vous avez pu, réaliser des concerts, vous vous êtes, inspiré d'ailleurs d'un ami qui était spécialisé dans la musique, reggae, dans la réalisation de concerts reggae, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans les années 90, quand est sortie la Betacam, qui était la première caméra de reportage indépendante, où il n'y avait pas de câble, pas de magnéto et de caméra d'un côté, les premiers bétacamistes étaient des photographes, parce que personne ne savait se servir de ça, et donc les maisons de disques débauchaient les photographes pour devenir caméraman. Et moi, ça m'avait intéressé, donc j'avais très rapidement regardé ça, j'ai été faire quelques études à l'INA, l'Institut National Audiovisuel, et donc, par l'intermédiaire d'un ami à l'époque, Pierre Simonin, qui était déjà, lui, il réalisait des films de reggae, j'ai appris la réalisation en multicaméra pour filmer des concerts en direct en multicaméra. Et rapidement, je me suis procuré une Betacam que je me suis acheté parce que j'ai toujours voulu disposer moi-même de mon propre matériel pour être complètement indépendant. Et là, j'ai commencé à réaliser des interviews. C'est-à-dire tout ce que je faisais en photo, je le faisais aussi en film. Et après, je me suis dit, puisqu'il y a un micro, pourquoi pas le faire en audio aussi? Donc à chaque fois que je faisais des photos de quelqu'un, je m'arrangeais pour pouvoir filmer et faire l'interview. Ce qui fait que j'avais la photo pour la presse photographique, le film pour la télévision, le son pour la radio, et du son, je pouvais sortir le texte pour la presse écrite. C'était pour moi les débuts du multimédia fait maison. D'accord. Ce travail un petit peu, journalistique, parce qu'il fallait effectivement avoir, une certaine connaissance d'une méthodologie pour, justement interviewer, les personnes. Comment vous l'avez travaillé? Je sais qu'effectivement vous avez fait des stages à la BBC pour apprendre le métier, de réalisation aussi. Mais ce travail J'étais à l'INA, j'ai fait à l'INA des études de technicien audiovisuel polyvalent et puis de journaliste reporter d'images. alors, vous avez aussi, travaillé pour, l'émission, Top of the Pop en Angleterre dans les années 70-80, c'est ça? Peut-être un peu plus tard? 80, oui, la radio, l'émission 80. Top of the Pop, c'était plutôt Sound of the 70s. D'accord. Top of the Pop, C'était une émission j'étais stagiaire à Top of the Pop, et pour Sound of the 70s et Sound of the 60s, c'était de la radio. d'accord. C'était une émission qui était effectivement, assez, iconique, dans les années 80. Il y a eu effectivement une version, française dans les années 90-2000 qui a eu une plus courte durée et plus courte histoire. Mais, c'était vraiment une émission qui était, c'était une référence, quoi. Il fallait passer à Top of the Pop. C'était le top 50 des années 90 en France. Top of the Pop, c'est la plus grosse émission musicale qui existe, et Sound of the 60s, c'est la plus grosse émission de radio qui existe, où vous pouvez entendre des choses qu'on n'entend plus maintenant. Alors, j'ai appris,
en travaillant un petit peu sur ce podcast, que vous aviez, ça aussi c'était une page de votre histoire qui est assez impressionnante, que vous avez pu travailler aussi pour Steven Spielberg. Rien que ça, lors d'un travail à la suite de La Liste de Schindler. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? À la suite de la liste de Schindler, Spielberg n'avait pas d'argent pour financer la liste de Schindler, donc c'était l'État d'Israël qui avait financé le tournage. Et ils lui ont dit, on te donne l'argent, mais en échange, il faut que tu penses à quelque chose pour la mémoire de la Shoah. La Shoah, c'est le malheur de la déportation, en yiddish. Et donc Spielberg a eu l'idée d'interviewer dans le monde entier tous les rescapés des camps de concentration. Et pour ça, il a cherché sur chaque continent des gens qui étaient réalisateurs et qui possédaient leur propre matériel. À partir de là, ils ont envoyé dans chaque pays des agents qui regardaient les journaux télévisés, ils regardaient comment était filmé et qui filmait. Et moi, je diffusais pas mal dans les journaux télévisés, notamment à France 3 et France 2, d'images de rock et d'interviews. Ils ont vu mon type de cadrage, qui était déjà un cadrage très serré, un peu comme fait Arte maintenant. Et ça les a intéressés, ils m'ont contacté. Et comme j'avais mon propre matériel, que j'étais réalisateur et que ça cadrait, j'étais embauché pendant plus de 10 ans pour interviewer avec deux autres collègues, on était deux équipes sur Paris, tous les rescapés des camps de concentration qu'il y avait en France et dans certains pays limitrophes francophones. Et ça a duré 10 ans. D'accord. Et j'ai fait plus de, 300, 400 interviews de 2 heures chacun. Mais là aussi, c'était un peu étonnant parce qu'ils m'ont choisi grâce au cadrage de mes interviews de Bowie, Yoko Ono et Iggy Pop. Et là aussi, je me suis retrouvé très rapidement dans l'ambiance ferroviaire avec les trains qui allaient vers la déportation. Ouais, encore des trains, ouais. Voilà, alors j'ai fait ça pendant une dizaine d'années jusqu'au jour où j'ai rêvé, une nuit j'ai rêvé que j'étais dans un camp en pyjama, donc de déportés, avec des chefs nazis à côté de moi. J'avais ma Betacam sur l'épaule. Ils me donnaient des ordres et dans les haut-parleurs du camp se diffusait Heroes de Bowie. Alors là, j'ai pris mon téléphone et j'ai dit on va mettre un peu en pause. Ouais, j'imagine effectivement. Ouais. Les derniers clichés de David Bowie que vous faites, c'est en 2004 à l'Olympia, c'est ça? Non, c'est à Lille. C'est à Lille, aux Zénith de Lille. Quelle année? En 2003 ou 2004, la dernière tournée. Est-ce que, quand vous regardez un petit peu dans le rétroviseur, est-ce qu'il y aurait une photo de Bowie ou d'autres artistes qui sortirait du lot, en tout cas qui vous a marqué plus que les autres? Oui, il y a la première photo de la gare Victoria, parce que c'est un moment important. Il y a aussi une photo de Mick Jagger dans la rue à Paris, à la Coupole, où il me sourit alors qu'il avait juste envie de me taper dessus. Parce que ça faisait 3 jours que je le suivais en voiture, enfin moi en taxi, j'ai pas de voiture. Il en avait marre, et puis il rentre à la Coupole, je me remets devant lui, il me dit bon maintenant on va faire une photo, puis après tu vas me lâcher. Il se met devant l'arbre et il sourit ironiquement. Je fais la photo mais j'ai jamais lâché. Et maintenant, là aujourd'hui je vous parle de Chinon, et il est voisin, il est pas très loin dans son château en Touraine. C'est vrai. C'est vrai, il a été confiné là-bas d'ailleurs. Exactement. On en a entendu parler. Donc vous êtes voisins, donc sans rancune maintenant. Absolument pas. On arrive à la fin de ce podcast. C'est une question un peu rituelle que je pose à tous mes invités. Est-ce qu'il y a un lieu en Corrèze dans lequel vous aimez, effectivement, on a parlé de Tarnac, on a parlé de Saint-Basile-de-la-Roche, à côté d'Argentat. Est-ce qu'il y a un lieu dans lequel vous aimez vous retrouver, vous ressourcer, être un petit peu hors du temps et que vous aimez par-dessus tout? Disons qu'il y en a 2. Il y a la gare de Brive,
Parce que tout est parti de là, où j'ai vu le Capitole, où j'entendais les annonces, que le Capitole arrivait quai 4 voie 4, qui partait à 16h54, il y avait des 4 partout. Et un côté plus nature, il y a le viaduc des Rochers Noirs, près de Plot. Voilà, ces deux endroits que j'affectionne. Tarnac est pas mal, mais Tarnac est un petit peu sous emprise, sous une forme d'emprise politique qui est un peu décevante. Donc à Tarnac même, je ne m'y rends presque pas. D'accord. Et je suis journaliste, et pour certains Tarnacois, je suis journaflic. Journaflic. C'est comme ça qu'on nous appelle, nous les journalistes, pour une certaine frange de la population tarnacoise. Les journalistes sont des journaflics. Voilà, bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Comme disait George Harrison, chaque chose doit passer. Donc ça leur passera, ils grandiront. D'ailleurs, en parlant d'Harrison, qui était un ami aussi, c'est par l'intermédiaire de George Harrison que j'ai, après Spielberg, travaillé avec Scorsese sur ses films de rock, notamment sur sa biographie de George Harrison. D'accord. Ah oui, effectivement. Quelle est votre activité, quelle est votre actualité par rapport à la photo en ce moment? Écoutez, moi, ma spécialité, les rockstars, vous devinez, il y en a de moins en moins d'intéressantes. Donc il y en a quand même, je continue. Mais je dispose d'un catalogue quand même qui remonte à la moitié des années 70, où j'ai photographié pas mal de monde. Donc mon activité principalement, c'est de gérer mes archives photos, films et audio, parce que en audio, j'ai beaucoup de choses, notamment un nombre de bobines d'inédits qui ne feraient pas lire des collectionneurs les plus pointus, pas de Bowie, pas que de Bowie, mais de un peu tout le monde. Et donc j'ai une exposition qui est en préparation, qui est prête même, mais les conditions actuelles n'y sont pas favorables. Évidemment. C'est une exposition plutôt multimédia qui s'appelle du titre de Bowie, évidemment, Memory of a Free Festival, qui est un peu la mémoire d'une certaine époque, de photographies de rockstars, d'objets, de films, de livres, de disques, de vinyles, enfin tout un ensemble d'expositions, de projections et d'écoutes qui est prêt, mais il faut attendre un petit peu que nos gouvernants nous réautorisent à la culture autre que celle qu'on veut nous imposer aujourd'hui. Parce que la période actuelle n'est pas très favorable à la création. Merci beaucoup Philippe Olliac. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a permis d'en savoir plus sur le parcours de Philippe Olliac et sur son métier de technicien de l'image et du son. C'était pour moi un grand plaisir de réaliser ce podcast. Un grand merci à Philippe d'avoir accepté de participer à ce podcast. Vous pouvez retrouver beaucoup d'informations en lien avec cet épisode sur mon site mathieuVitra.com/lejournal. N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, et à mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. C'est très important pour moi. Parlez-en autour de vous et abonnez de force toute votre famille et tous vos amis. Je vous retrouve dans un prochain épisode pour rencontrer ensemble un nouveau visage gaillard. Et n'oubliez pas, faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites. À bientôt. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side.
Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do.